Le 20 août 1989, les autorités du Nebraska reçoivent un appel étrange. Un homme a appelé la ligne anticrime de la patrouille routière du Nebraska pour déclarer qu'un homme de Mooresville, au Missouri, l'avait engagé pour acheter des vaches et qu'il lui demandait de payer avec des chèques sans provision. L'homme au téléphone prétend que le fermier qui l'a embauché savait que le chèque pour l'achat de ses vaches était sans provision. L'inconnu au bout du fil mentionne aussi le nom d'une banque et affirme qu'il a vu des restes humains enfouis sur la ferme de son employeur. Il dit aussi qu'il craint pour sa vie. La téléphoniste tente d'obtenir plus de renseignements, mais il raccroche aussitôt. La police de l'État du Nebraska alerte aussitôt les autorités du comté de Livingston. Le comté de Livingston forme une petite communauté rurale au cœur de la campagne du Missouri. La criminalité est très faible ici. La plupart des habitants se sentent en sécurité. Il nous fallait ouvrir une enquête pour déterminer si ces allégations étaient vraies. Mais les enquêteurs doivent d'abord découvrir l'identité de l'homme qui a fait l'appel, afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un canular. Ils contactent les bureaux des shérifs de la région et leur font part du mystérieux appel. Les enquêteurs appellent à la banque que l'homme a mentionnée et apprennent que plusieurs chèques émis pour l'achat de bétail étaient sans provision. Les chèques étaient signés par un dénommé Jack McCormick. Ces chèques avaient été émis un peu partout au Nebraska. Les autorités cherchent le nom de McCormick dans la base de données criminelles nationale et découvrent qu'il est recherché pour fraude par chèque. Les policiers soupçonnent Jack McCormick, 57 ans, d'avoir fait l'appel. Mais compte tenu de ses antécédents, il est difficile de le retrouver. Jack McCormick déménageait souvent. Il passait d'un refuge pour sans-abri à un autre. Il avait aussi admis avoir un problème d'alcoolisme. Il avait commis plusieurs crimes liés à l'alcool et des vols de voitures. Il avait un lourd passé criminel. Les autorités émettent un avis de recherche. 3 semaines plus tard, les enquêteurs retrouvent McCormick. Nous avons découvert que McCormick avait été arrêté à Salem, en Oregon, et qu'il y était incarcéré. Il dormait tout près d'une route lorsqu'un policier s'est approché de lui et lui a demandé à voir ses papiers. Les autorités de l'Oregon communiquent aussitôt avec les enquêteurs du Missouri. L'agent Calvert a demandé à un policier de l'Oregon s'il pouvait interroger M. McCormick, et le policier lui a donné son accord. McCormick avoue avoir fait l'appel et réitère ses allégations. Le 15 septembre, les autorités l'extradent vers le Missouri en raison d'accusations de fraude par chèque. Jack McCormick semblait intelligent et plutôt débrouillard. McCormick affirme aux enquêteurs du Missouri qu'il a quitté l'État parce qu'il craignait pour sa vie. Quelques semaines auparavant, un fermier l'avait abordé dans un refuge pour sans-abri. Il voulait l'embaucher à titre d'acheteur de bétail. Il lui offrait 50 $ par jour et s'engageait à le loger et le nourrir. Il y a dans la région des ventes aux enchères de bétail. Les fermiers amènent le bétail qu'ils désirent vendre et le font défiler dans l'arène. Les vaches sont vendues au plus offrant. Puis, le gagnant paie pour le bétail acheté et repart avec. 50 $ par jour, c'était bien au-dessus du salaire minimum. C'était un bon salaire pour n'importe qui. Son employeur, un homme âgé, prétend être malentendant. Il craint que les autres enchérisseurs ne profitent de son handicap pour faire monter les prix. Il propose à son nouvel employé d'ouvrir un compte bancaire au nom de McCormick et d'y déposer 200 $. Ils avaient besoin d'une adresse en ville. En route vers la banque, ils se sont donc arrêtés au bureau de poste.
Il loue une case postale au nom de McCormick. La banque leur avait remis des chèques lors de l'ouverture du compte et ils payaient le bétail avec ces chèques. Cet après-midi-là, ils effectuent leur premier achat pour un montant de 2000 $. Ils sont tout de suite repartis avec le bétail acheté. Les enchères sont fondées sur la confiance. Puis, peu après, ils ont revendu le bétail et le fermier a empoché l'argent. McCormick affirme aux enquêteurs qu'il a commencé à s'inquiéter peu après leur premier achat. Jack était très inquiet parce qu'il savait que le chèque qu'il avait fait pour l'achat de ses vaches était sans provision et il savait que ça le mettrait dans le pétrin. Au cours des jours suivants, l'inquiétude de Jack grandit lorsqu'il remarque que la femme du fermier le surveille sans cesse. C'est à ce moment qu'il trouve les restes humains. Il est désormais terrifié par ses employeurs. Quelques jours plus tard, le 9 août, le fermier amène McCormick à une autre vente aux enchères dans un village voisin. Le fermier s'emporte contre McCormick, qui aurait acheté le mauvais bétail. McCormick déclare à la police que le lendemain, son employeur lui a demandé de l'aider à attraper un raton laveur. Ray a éveillé les soupçons de Jack lorsqu'il lui a tendu un bâton et lui a demandé de chasser un raton laveur derrière une botte de foin. McCormick sent que quelque chose cloche. Il a dit qu'il a pris peur et qu'il a insisté pour mettre fin à leur manigance. Il a demandé à ce qu'on l'amène à la banque pour rembourser le chèque sans provision. Le fermier accepte. À la banque, Jack est sorti en douce par une porte de côté. Il est entré chez un concessionnaire de voitures usagées et il a demandé à essayer une des voitures. Le concessionnaire a accepté de lui laisser faire un essai de conduite et Jack a pris la fuite en voiture. On ne l'a retrouvé qu'en Oregon. Sur la route, McCormick appelle la ligne anti-crime du Nebraska pour dénoncer le vieux fermier. Son nom est Ray Copeland. Jack McCormick a affirmé que M. Copeland tuait des gens et les enterrait sur sa ferme. En septembre 1989, Jack McCormick, un travailleur saisonnier, affirme à la police du comté de Livingston, au Missouri, que Ray Copeland tue des gens et les enfouit sur sa ferme. Ray Copeland n'est pas inconnu des enquêteurs. En 1986, 3 ans auparavant, les enquêteurs tombent sur le nom de Copeland en tentant d'éclaircir une affaire de fraude par chèque. Un travailleur saisonnier du nom de Wayne Warner achète du bétail dans une vente aux enchères et paie avec un chèque sans provision. D'après des témoins, c'est Ray Copeland qui a ramené le bétail. Les policiers tentent de retrouver Wayne Warner. Nous sommes allés à la ferme de M. Copeland et nous l'avons questionné sur Wayne Warner. Il le connaissait. Il a dit avoir fait sa connaissance à la vente aux enchères.
Il avait proposé à Warner de ramener à sa ferme le bétail qu'il venait d'acheter et de le garder temporairement. Il devait payer M. Copeland, mais il était reparti avec le bétail sans le payer. Un mandat d'arrestation est émis au nom de Wayne Warner, mais les policiers ne le retrouvent pas. Le nom de Ray Copeland apparaît une fois de plus pendant l'enquête. Un certain Dennis Murphy avait acheté du bétail avec un chèque sans provision et Copeland avait ramené ce bétail à sa ferme. Mais les policiers sont encore une fois incapables de retrouver Dennis Murphy. Murphy et Warner avaient tous deux complètement disparu de la carte. Leur permis de conduire était échu et ils ne les avaient jamais renouvelés. Aucune autre transaction n'avait été faite dans leur compte bancaire après l'émission de ces chèques sans provision. Ils n'avaient plus cotisé à l'assurance emploi. Ces deux hommes n'avaient plus jamais donné signe de vie. Mais puisqu'il s'agit de deux travailleurs saisonniers et qu'il n'y a aucune preuve d'acte criminel, l'affaire est mise en veilleuse. À la suite de la déclaration de Jack McCormick, les policiers tentent d'en savoir un peu plus sur Ray Copeland. Ray Copeland est né en 1914 dans une famille de fermiers de l'Oklahoma. Aux yeux de ses parents, Ray est le garçon parfait. Son père le laissait faire tout ce qu'il voulait. Il le protégeait afin de lui éviter des ennuis. Par exemple, ils n'ont jamais parlé de la fois où il avait volé du bétail. Mais Ray et sa famille n'avaient pas la vie facile. Ray avait vu plusieurs fermiers tout perdre et il avait juré que ça ne lui arriverait pas. Il avait grandi pendant la Grande Dépression, une période très difficile. Les banques saisissaient les biens dès que les gens ne pouvaient plus payer, ce qui avait inspiré à Ray une grande rancœur. Dans la vingtaine, Ray est arrêté pour fraude par chèque et purge une peine d'1 an de prison. Ray aimait arnaquer et voler les gens. Il voulait faire de l'argent. En 1940, à l'âge de 26 ans, Ray fait la connaissance de sa femme, Faye, dans le bureau d'un médecin à Red Star, en Arkansas. Faye est alors âgée de 19 ans et elle vient d'une famille extrêmement religieuse. Ray lui rappelait son père. Faye a commencé à le fréquenter alors qu'elle était très jeune. Elle venait d'une famille plutôt sévère. Son père lui disait quoi faire et quand le faire. Une relation qui convient entre un père et sa fille, mais pas forcément entre un mari et sa femme. Ray respire la confiance et se vante de sa situation financière, bien qu'il ne soit qu'un pauvre fermier. Faye le voyait comme un roi, puisqu'il semblait plus riche que la majorité des gens à l'époque. Le 24 août 1940, Ray et Faye se marient. Mais malgré qu'il ait maintenant une famille, Ray brûle toujours du désir de voler. Il est régulièrement incarcéré pour fraude ou pour vol. Ray volait sa parenté et ses employeurs. Il volait des selles, des chevaux, des vaches, du bétail. Lorsque Ray revenait de prison, il fallait surveiller tout ce qu'on disait et comment on le disait. Parce qu'il pouvait facilement devenir violent. Ray Copeland était une brute. Il était violent et il n'avait aucune considération pour les autres êtres humains et pour leurs sentiments. C'est bien sûr la définition d'un conjoint violent. Ses poings, un marteau, une planche de bois, des menottes de pied en métal, tout ce qui lui tombait sous la main. Une fois, il m'a battu avec une paire de menottes de pied en métal. J'avais environ 13 ans. Et mon dos me fait encore souffrir aujourd'hui. Plusieurs personnes ont déclaré que c'était un psychopathe. Un psychopathe est une personne qui n'a aucune considération pour les êtres humains. Il manifestait des comportements typiques des psychopathes. Ray ne maltraite pas que ses enfants.
Ray battait souvent ma mère. On remarquait ses contusions, des yeux au beurre noir, ce genre de choses. Parfois, nous avions les mêmes ecchymoses. Nous savions qui les avait infligées. Mais maman n'en parlait jamais. Je me sentais très mal dans cette situation, parce que je ne pouvais rien y faire. Je savais que Ray allait me punir si je faisais quoi que ce soit. Il la traitait d'idiote et lui disait de se mêler de ses affaires. Afin de bien montrer qu'il avait l'avantage, il traînait un pistolet avec lui et il n'hésitait pas à lui faire voir. Les conjoints violents usent souvent de ce genre de violence verbale afin de soumettre leurs femmes à leur pouvoir. Au cours des 20 années suivantes, Ray et Faye auront 5 enfants. En 1965, ils s'installent à Mooresville, au Missouri. Ray faisait des petits boulots. Il travaillait parfois pour des fermiers de la région. Il s'occupait de leur terrain et de leur bétail. Il louait aussi sa ferme comme pâturage. Faye, elle, faisait des petits travaux dans un motel du coin. Lorsque les enfants quittent la maison, Ray embauche des ouvriers agricoles et des travailleurs saisonniers. Il les méprise, parce qu'il croit que ces gens abusent de l'aide sociale défrayée par les honnêtes contribuables. C'était, selon lui, les gens les plus minables qui soient. Il disait qu'on devait tous les tuer, parce qu'ils lui volaient son argent. Ils travaillent sur la ferme, en échange de quoi Ray les héberge gratuitement. Ray emmenait parfois certains de ses ouvriers chez lui et il forçait sa femme à avoir des relations sexuelles avec eux tandis qu'il les regardait. Elle n'avait pas le choix de le faire, puisqu'il la menaçait parfois d'une arme à feu. C'était peut-être dû aux problèmes sexuels dont était affligé Ray Copeland, mais je n'en suis pas certaine. C'est par contre ce que j'ai observé lors d'autres affaires. Plus les hommes vieillissent, plus ils ont de difficultés à accomplir l'acte sexuel. Ils ont souvent besoin davantage de stimulation pour être excités. Au fil du temps, la violence que Ray infligeait à sa femme s'est aggravée. La violence était physique, sexuelle et psychologique. En raison des sombres antécédents de Ray, de la disparition de 2 travailleurs et de la déclaration de Jack McCormick, les enquêteurs décident de fouiller la ferme des Copeland. Les autorités du Missouri obtiennent un mandat de perquisition pour fouiller la ferme de Ray et Faye Copeland, après qu'un témoin a déclaré avoir vu des restes humains sur les lieux. La fouille est exécutée le 9 octobre 1989. Faye Copeland accueille les policiers et leur affirme que Ray déjeune à Chillicothe, la ville voisine. Les enquêteurs la croient complice de fraude par chèque et procèdent à son arrestation. Ils trouvent dans son sac à main des chèques en blanc signés par Jack McCormick. Elle était très polie et elle coopérait avec nous. Elle ne nous a posé aucun problème. Maman en prison, c'était difficile à vivre. C'est difficile à expliquer. J'étais très en colère contre Ray, mais j'avais pitié de maman. Elle était punie malgré les sévices qu'elle avait endurés pendant toutes ces années. On trouve Ray au restaurant du village.
On lui a dit qu'on avait quelques questions à lui poser. On lui a demandé de nous suivre, ce qu'il a fait sans dire un mot. Au départ, monsieur et madame Copeland étaient accusés de complot en vue de commettre un vol en raison des chèques sans provision émis par Murphy et Warner. Il les questionne séparément au sujet des allégations avancées par Jack McCormick. Ray a confirmé que Jack McCormick avait habité chez lui. Il a aussi confirmé qu'il avait demandé à Jack de l'aider à attraper un raton laveur, mais il ne comprenait pas pourquoi Jack s'était senti menacé. Je crois qu'il savait ce qui se passait et pourquoi on l'avait amené au poste. Mais il n'a rien avoué. Faye Copeland affirme ignorer tout de la fraude par chèque et elle déclare ne pas savoir où se trouvent les deux ouvriers disparus, Wayne Warner et Dennis Murphy. Elle ne comprenait pas. Elle ne savait rien de ces meurtres. Chez elle, les gens venaient et repartaient, mais elle n'en savait pas plus. Les policiers profitent de la détention des Copeland pour fouiller leur ferme. Nous avons trouvé plusieurs preuves importantes, dont des relevés bancaires et des reçus d'achat de bétail. L'une des preuves les plus concluantes que les agents ont trouvées était un bout de papier sur lequel était écrite une liste de noms. Un X était écrit à côté de certains noms, tandis qu'à côté d'autres noms était écrit le mot « parti ». J'avais vu certains de ces noms au cours de l'enquête. Tous les gens dont le nom était suivi du mot « parti » étaient en vie. J'ai retrouvé tous ces gens et je les ai interrogés. J'ai appris qu'ils avaient tous déjà travaillé à la ferme de Ray, mais pour une raison ou une autre, ils avaient refusé de prendre part à ces complots d'achat de bétail. Nous pensions que tous les gens dont le nom était suivi d'un X étaient morts. Les policiers envoient la feuille au laboratoire judiciaire de la police du Missouri afin que l'écriture soit analysée. Ils découvrent aussi plusieurs vêtements qui n'appartiennent ni à Ray, ni à Faye Copeland. En les examinant, nous avons découvert que certains de ces vêtements avaient un nom de famille à l'intérieur. Il n'est pas rare de voir les sans-abri écrire leur nom dans leurs vêtements. La découverte des vêtements et de la feuille de papier sur laquelle était écrit le nom des 8 individus semblait confirmer la théorie selon laquelle quelque chose était arrivé à ces personnes. Les enquêteurs trouvent aussi un fusil de calibre 22 mm qui appartient à Ray Copeland. Décidés à trouver les restes humains sur la propriété, les policiers exploitent tout un éventail de ressources afin de mener à bien leurs fouilles. Nous avons utilisé des chiens entraînés à reconnaître l'odeur des restes humains. Ils ont parcouru toute la ferme des Copeland à la recherche de restes. Et nous avons trouvé quelques fragments. Mais les fragments trouvés sur une ferme ne sont pas forcément humains. C'étaient des fragments de cerfs, de cochons et de vaches. Plusieurs autorités policières étaient impliquées dans les recherches. Nous avions des rétrocaveuses et des bulldozers pour fouiller toute la ferme, et c'était très frustrant parce que nous n'avons pas trouvé de corps. La fouille se poursuit pendant plusieurs jours. C'était probablement l'enquête la plus importante qu'on ait jamais menée dans le comté de Livingston. Et notre frustration montait chaque jour. Nous ne trouvions rien qui corroborait l'histoire de M. McCormick. Les médias s'emparent bien vite de l'enquête. C'était un vrai cirque. Toutes les grandes chaînes avaient envoyé leurs studios mobiles et leurs camions satellites. Ils étaient partout. Ils se stationnaient près de la ferme des Copeland pour tenter de filmer notre fouille.
Les résidents ont peine à croire que les Copeland font l'objet d'une enquête pour meurtre. Les voisins croyaient que nous suivions une mauvaise piste en nous acharnant contre les Copeland. Je n'avais pas le loisir de m'inquiéter du scepticisme dont faisait preuve la population, mais j'en avais entendu parler. Et c'est compréhensible. C'est une région rurale où il n'y a habituellement pas de tueurs en série. Les policiers continuent de questionner Ray Copeland pendant que dure la fouille. Ray insistait sur le fait que nous ne trouverions rien sur sa ferme. Au cours d'un interrogatoire, il a aussi déclaré que nous n'étions pas assez intelligents pour trouver quoi que ce soit. Il m'a dit qu'on le libérerait bientôt, dans 1 ou 2 semaines. Après plusieurs jours de fouilles, les policiers commencent à se demander s'ils n'ont pas commis une grave erreur. Nous n'avons trouvé aucun cadavre en fouillant la propriété de Ray Copeland. Il nous a bien sûr fallu interroger de nouveau Jack McCormick, qui était encore en détention dans le comté de Sullivan. C'est à ce moment qu'il a révélé qu'il n'avait pas vu de restes humains sur la ferme de Ray Copeland. Il nous avait menti. Lorsqu'un témoin important dans une enquête pour meurtre rétracte son témoignage, les enquêteurs doivent trouver une autre façon de prouver que Ray et Faye Copeland sont coupables de meurtre. Jack McCormick a délibérément menti car il croyait que s'il ne mentait pas, les autorités ne prendraient pas ses accusations au sérieux. Il a donc inventé une partie de l'histoire. Mais lorsque le public a eu connaissance de notre enquête, plusieurs personnes se sont présentées à nous pour nous fournir des renseignements et aussi pour tenter de nous aider. Les policiers apprennent que Ray Copeland n'a pas la cote dans la communauté. Plusieurs personnes voyaient Ray comme un homme violent et colérique. Et certains avaient peur de lui. Les résidents du village se retournent contre les Copeland. Quelques-uns des gens qui commençaient à comprendre nos intentions et qui connaissaient Ray Copeland et les fermes où il avait travaillé ont contacté le bureau du shérif. Plusieurs personnes ont appelé. Et grâce à ces informateurs, j'ai pu envoyer des enquêteurs aux endroits où on m'avait dit avoir vu Ray Copeland travailler. Il allait repeindre des granges, réparer des clôtures, remplir des puits, des travaux du genre. Nous avons fouillé des granges et d'autres lieux où nous savions que Ray avait travaillé. Le 13 octobre, un fermier fournit aux enquêteurs leur première piste prometteuse. Il se rappelait que quelques années auparavant, en soulevant le rotoculteur du sol, au bout du rang, il avait trouvé quelques ossements. Il n'avait pas arrêté son travail, puisqu'il avait supposé que c'était des ossements de cerf ou de quelque autre animal. Ils entrent dans une des étables. Elle était vide. Il n'y avait qu'un plancher de terre battue. Mais les enquêteurs trouvaient louche l'apparence de la terre. Elle n'avait pas l'air naturelle. Ils avaient sur eux des tiges de métal avec lesquelles on sonde le sol. Et juste sous la surface, on pouvait voir une chaussure sur le pied de la victime. Les enquêteurs déterrent soigneusement le corps et en trouvent 2 autres tout près. Les gens ne comprenaient pas comment une telle chose avait pu arriver. Grâce à l'analyse dentaire, le médecin légiste établit l'identité des victimes. John Freeman, James Harvey et Paul Cowart. Tous 3 sont morts d'une balle à l'arrière de la tête.
Des fragments de balles extraits des cadavres ont été envoyés au laboratoire de la patrouille routière du Missouri. Une analyse a révélé que les balles avaient été tirées à l'aide du fusil de calibre 22 retrouvé dans la résidence des Copeland. Le 17 octobre 1989, 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré sont portés contre Faye et Ray Copeland. En prison, les enquêteurs interrogent à nouveau Ray Copeland. Il déclare ne rien savoir des victimes enfouies sous la grange. Mais soudainement, il coopère avec les autorités. Il croyait pouvoir être utile à l'enquête parce qu'il disait avoir entendu 3 hommes discuter dans un restaurant au sujet d'un corps qu'ils avaient enfoui sous la paille dans une grange située sur la ferme de Joe Ray Adams, et aussi d'un autre corps qu'ils avaient jeté dans un puits. After he dumped this guy in there. Say there is a guy in there? Yes, sir. Who's in there? I don't know that. And he's got a concrete block chained around him. Grâce à un mandat de perquisition, les enquêteurs fouillent la ferme de Joe Adams. La grange était pleine de bottes de foin. Il y en avait presque jusqu'au plafond. Nous avons passé 3 jours à la vider du foin. À un certain moment, un bout de plastique s'est pris dans la pelle du tracteur. C'est à ce moment que nous avons découvert le corps enroulé dans une pellicule plastique. Pendant combien d'années? Je ne sais pas. Combien de travailleurs saisonniers? Je ne sais pas. Et je ne veux pas le savoir. Ça me donne la chair de poule. On identifie le corps comme étant celui de Wayne Warner, l'un des hommes dont le nom était apparu lors de l'enquête pour fraude par chèque en 1986. Les policiers trouvent le puits dont Ray Copeland a parlé. Ils ont aperçu dans le puits ce qui semblait être une paire de bottes qui flottait dans l'eau. Nous avons découvert les restes de Dennis Murphy, le 2e homme que nous recherchions dans le cadre de l'enquête pour l'achat de bétail aux enchères, avec des chèques sans provision. Les 2 hommes sont aussi morts d'une balle à l'arrière de la tête. Les balles semblent avoir été tirées à l'aide du fusil de Ray. Les enquêteurs interrogent le couple à nouveau. Tous 2 ont affirmé qu'ils n'en savaient rien. Madame Copeland a dit qu'elle n'était pas impliquée dans cette histoire, que c'était les affaires de son mari. Je ne crois pas que Ray Copeland avait la capacité de ressentir ce que les autres ressentaient. Et c'est ce qui lui permettait de se débarrasser de ces sans-abri. Le 28 décembre 1989, 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré sont portés contre Ray et Faye Copeland pour le meurtre de Wayne Warner, Dennis Murphy, Paul Cowart, John Freeman et Jim Harvey. Quelques mois plus tard, le laboratoire judiciaire de la police du Missouri termine l'analyse de la liste de noms trouvés chez les Copeland. 3 des noms sont suivis d'un X. John Freeman, Paul Cowart et Jim Harvey. Le laboratoire a conclu que c'était Mme Copeland qui avait rédigé la liste puisque M. Copeland était analphabète. Malgré que Faye Copeland clame haut et fort son innocence, les enquêteurs ne sont pas surpris d'apprendre qu'elle est mêlée au meurtre. Faye était au courant des meurtres. Je suis certain qu'elle y était mêlée. Elle avait assurément connaissance des vêtements et des autres objets que l'on avait trouvés dans la maison. Elle savait sans doute qu'il était capable d'être très cruel. Mais elle était dans le déni, comme disent les psychologues. Faye Copeland ne savait pas ce qui était arrivé à ces hommes.
Elle disait, ces hommes étaient sans abri et sans attache. Ils se déplaçaient constamment. Elle ne posait donc pas de questions à Ray lorsqu'il disait qu'un homme avait quitté la ferme. C'était elle qui avait rédigé la liste des hommes morts. C'était son écriture, pas celle de son mari. Elle cuisinait pour ces hommes. Ils habitaient chez elle. Lorsqu'ils partaient, ils laissaient leurs vêtements et leurs bagages chez elle. Elle était impliquée dans la mesure où elle les conduisait parfois en voiture. Jack McCormick avait dit qu'elle l'épiait. Madame Copeland n'était pas une victime. Elle était complice. En 1989, dans le comté de Livingston, au Missouri, Ray et Faye Copeland sont accusés du meurtre de 5 travailleurs saisonniers. Les Copeland nient les allégations. Les autorités se préparent pour le procès. Nous avons préparé un dossier sur la façon dont s'y prenait M. Copeland. Il recrutait des travailleurs saisonniers. Il ouvrait des cases postales dans des petits villages et il ouvrait des comptes bancaires à leur nom. Il déposait des petits montants d'argent. Puis, il mettait immédiatement les comptes à découvert en émettant des chèques à des enchères de bétail. Partait avec le bétail et, quelque temps plus tard, le travailleur disparaissait. Pour s'assurer que les travailleurs saisonniers ne puissent pas témoigner contre lui, il les tuait. Mais les policiers sont convaincus qu'il reste quelques témoins prêts à témoigner. Nous avons dressé une liste des gens qui avaient un historique bancaire similaire à ceux des victimes. Les enquêteurs les retrouvent et les interrogent au sujet de leur implication avec les Copeland. Quelques travailleurs saisonniers avaient réussi à s'échapper. Il leur semblait que quelque chose clochait. D'autres étaient incapables d'acheter du bétail puisqu'ils n'y connaissaient rien. Et M. Copeland, agacé, les avait renvoyés d'où ils venaient. Les autorités croient qu'il pourrait y avoir davantage de victimes. Il y a au moins 3 individus que nous n'avons jamais retrouvés. Les enquêteurs fondent leur poursuite sur la théorie selon laquelle Ray commettait les meurtres et fait l'aider à les dissimuler. Maintenant, ils doivent le prouver. Le 1er novembre 1990, le procès de Faye Copeland s'ouvre. Voici une femme qui, en l'absence de son mari, a su s'occuper de la ferme et de sa famille pendant les périodes difficiles. Ce n'était pas une femme faible, c'était une femme en plein contrôle d'elle-même. Elle était bel et bien complice. Je n'étais pas d'accord pour dire que Faye Copeland était mêlée à tout ça. Je crois qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle croyait sincèrement Ray Copeland lorsqu'il lui disait que les hommes étaient simplement partis. Quelquefois, j'ai voulu savoir la vérité. Et elle m'a répondu, « Mon fils, tu n'as pas besoin de savoir. » J'en ai conclu qu'elle savait, mais ne le dirait jamais à quiconque. Mais personne ne saura me convaincre qu'elle l'a aidé à se débarrasser des travailleurs saisonniers. Personne. Faye plaide non coupable. En échange du retrait des chefs d'accusation de fraude par chèque, Jack McCormick déclare que Faye s'occupait de la paperasse puisque Ray était analphabète et qu'elle s'occupait des travailleurs qui logeaient chez eux. Son avocat prétend qu'elle souffre du syndrome de la femme battue et que l'emprise de Ray sur elle était si forte qu'elle lui obéissait au doigt et à l'œil sans poser de questions. Faye ne témoignera jamais au sujet des mauvais traitements qu'elle a subis. Pendant le procès, elle l'a protégé. Je crois qu'elle n'a jamais compris la portée de ses actions et combien d'hommes il avait tués.
Sa loyauté envers le côté affectueux de Ray prenait le dessus sur son désir de se protéger. Elle se voyait comme faisant partie de lui. Et c'est pourquoi elle l'a protégé pendant le procès. Je ne crois pas que Mme Copeland était atteinte du syndrome de la femme battue. Il ne fait aucun doute que M. Copeland était un homme méchant et dur. Je suis convaincu qu'il a battu autant sa femme que ses enfants. Mais cette femme avait eu amplement la chance de fuir et de le dénoncer. Cette femme travaillait à Chillicothe et elle aurait eu la chance, si elle l'avait voulu, de se rendre au poste de police, au bureau du shérif ou au bureau de la patrouille routière et de le dénoncer. Comme elle ne l'a pas fait, cela me porte à croire qu'elle savait ce qui se passait et qu'elle avait choisi d'y prendre part. Je crois que le syndrome de la femme battue s'applique parfaitement à cette affaire, bien que certains croient que ce n'est qu'une excuse. Par syndrome de la femme battue, on entend les effets psychologiques qui se manifestent lorsqu'une femme vit avec un homme qui l'aime et qui s'occupe d'elle, mais qui la violente aussi gravement à l'occasion. Le 13 novembre, le jury se fonde sur la liste manuscrite des victimes, les renseignements sur les comptes bancaires et le témoignage des victimes pour reconnaître Faye Copeland coupable de tous les chefs d'accusation. Pendant tout le procès, Mme Copeland est restée silencieuse, assise à sa table, vêtue d'un tricot. Elle n'a fait aucun bruit et n'a laissé paraître aucune émotion. Ray Copeland ne montre aucun remords et nie catégoriquement son implication dans les meurtres. Ray m'a demandé « Qu'est-il arrivé à Faye en cour hier ?» Je lui ai dit qu'elle avait été déclarée coupable. Et il m'a répondu « Ça arrive parfois. » 5 mois plus tard, Faye est condamnée à mort. On lui a donné la chance de nous aider dans notre enquête. Le procureur lui a proposé un très bon marché pour qu'elle nous aide. Je ne sais pas pour quelle raison, mais elle a encore une fois affirmé ne rien savoir de ce qui s'était passé. Et elle n'en a pas démordu. Je suis absolument convaincue que l'emprise de Ray Copeland sur Faye Copeland a subsisté pendant le procès, après le procès et même lorsqu'ils ont été incarcérés. C'est typique de la puissance du lien entre les batteurs de femmes et leurs victimes. Le 7 mars 1991, le procès de Ray débute. Jack McCormick fait office de témoin principal de la poursuite. Les preuves matérielles sont accablantes. Les reçus de dépôt venant des comptes bancaires appartenant à des personnes qui se sont révélées être les victimes, les vêtements qui appartenaient aux victimes ainsi que leurs bagages, un fusil de calibre 22 et des analyses balistiques confirmant qu'il s'agissait de l'arme du crime. En un rien de temps, le jury le déclare coupable de tous les chefs d'accusation. Ray Copeland est lui aussi condamné à mort. Ray et Faye Copeland avaient tout planifié, tout prémédité. Je crois que les policiers considéraient que c'était une peine méritée. Les habitants du comté de Livingston ont peine à croire que Faye Copeland, 69 ans, et Ray Copeland, 76 ans, sont des tueurs en série. Je crois que M. et Mme Copeland sont les plus vieux criminels à avoir été condamnés à mort aux États-Unis. Les 3 années où Ray a tué pour masquer ses fraudes par chèque n'ont pas été lucratives. Tous ces sacrifices humains ne lui auront permis d'amasser que 31 000 $. Pour ajouter environ 1 000 $ par mois à leur pension de retraite, ils ont tué au moins 5 personnes. C'est une véritable tragédie. Ray et Faye Copeland clament toujours leur innocence. I only know what I was told. He's my husband. I will always be love in my heart for him. What other people think, I don't care.
2 ans après avoir reçu sa sentence, Ray Copeland meurt d'un accident vasculaire cérébral. Je crois qu'une facette de Faye est morte lorsque Ray Copeland est décédé. Elle se sentait plus en sécurité et elle était beaucoup plus portée à parler après son décès. Faye admet avoir été victime de violences psychologiques, physiques et sexuelles pendant des années. Le 6 août 1999, la peine de mort de Faye Copeland est commuée en une peine de prison à vie grâce à un témoignage anonyme sur le syndrome de la femme battue. Plusieurs croient que lorsqu'on reste dans le déni face à ce qui se passe chez nous, on est coupable, on a une certaine responsabilité. Je ne crois pas que ce soit vrai. Je crois que d'un point de vue psychologique, on peut être dans le déni sans même le savoir. Je crois que nous ne saurons jamais à quel point elle était impliquée, ni à quel point elle était coupable dans l'une ou l'autre de ces affaires. En 2002, après 12 ans de prison, Faye est victime d'un accident vasculaire cérébral. Elle est transférée dans un centre de soins infirmiers. 1 an plus tard, elle meurt de cause naturelle à l'âge de 82 ans. Elle a fait de son mieux dans cette situation. Elle et les enfants s'en sont sortis vivants. Elle a fait de son mieux. Beaucoup de gens pensent que maman était une mauvaise personne. Mais ce n'était pas de sa faute. Elle n'avait pas le pouvoir de changer ce qui se passait. Comment je me sens face à mon père après toutes ces années? Je ne répondrai pas à cette question. Ce n'est pas l'endroit pour répondre à cette question.